Bonsoir, on va commencer. Je crois que tout le monde est installé. Et puis les derniers nous rejoindront. Bonsoir à tous, merci d'être là pour la deuxième fois pour certains d'entre vous et pour la première fois pour les autres. C'est trop fort? Ah, mais c'est peut-être ton sonotone alors, Jean-Marie. Non, c'est vraiment, c'est pour les autres, c'est bon? C'est bon, ok, bon. Sinon, ces messieurs sont là pour faire les réglages nécessaires. Alors justement, on va commencer par ça. Je vais vous expliquer la présence de ces trois messieurs qui font partie d'une société qui s'appelle AGV et qui sont là ce soir pour filmer la réunion. L'association, ce n'est pas une société, pardon, c'est une association, AGV. Donc ils sont là pour filmer la réunion. Il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place. Pour ensuite avoir bénéficié de cette réunion en vidéo et pour pouvoir la faire partager à ceux qui n'auront pas pu être là ce soir. Donc, soyez tout à fait rassurés, ils ne filment que les intervenants, donc nous et les différents intervenants de la soirée, ainsi que la présentation, bien évidemment. Et puis, il y a une captation sonore aussi, des questions qui seront posées, mais à aucun moment, le public ne sera filmé. Voilà pour ces messieurs. Merci. Merci d'être là. Merci de votre aide. Donc, nous sommes là ce soir pour présenter la suite de notre projet, puisque nous avons déjà fait une réunion publique il y a quelque temps. Alors, ce que vous voyez à l'écran, là, ce petit plan de ce village qui est l'objet de toutes nos attentions, particulièrement en ce moment, ce plan va servir de fil rouge à la présentation que nous allons vous faire ce soir. Alors tout d'abord, pour vous montrer, je me trompe, voilà, les surplans, les candidats qui se présentent à vous, qui se sont présentés lors de la dernière réunion. Donc, on ne va pas recommencer cette fois à présenter chacun d'entre nous. Ce serait peut-être un petit peu fastidieux. Et puis surtout, depuis la dernière réunion, nous avons diffusé un document papier que vous avez dû avoir, sur lequel vous avez pu lire la présentation de l'ensemble des candidats, dans les grandes lignes évidemment. Si jamais ça n'a pas été le cas, vous la trouverez à la sortie sur une petite table, si vous avez envie de le découvrir. Vous avez aussi découvert les portraits de tout le monde sur les réseaux, pour ceux qui y sont. Donc voilà, normalement, à l'heure qu'il est, vous devriez à peu près nous connaître. Et puis, si ce n'est pas encore le cas, nous aurons un moment de questions-réponses à la fin de cette présentation. Et comme la dernière fois, un moment de convivialité autour d'un buffet que nous avons préparé tous ensemble et que nous aurons plaisir à partager avec vous, qui sera le moment certainement de se connaître davantage et de répondre à toutes vos questions. Ce soir, notre présentation va s'articuler en deux phases. La première va être consacrée, alors elle va être assez brève, c'est une partie plus courte, qui va être consacrée à des sujets qui nous ont fait, à trois sujets particulièrement, qui nous ont fait réagir et au sujet desquels nous voulons rétablir un certain nombre de vérités. Et puis, à l'issue de cette première partie, nous rentrerons dans le détail de projets que nous n'avons pas pu présenter lors de la première réunion. Alors, en ce qui concerne cette première partie, qu'on a appelée « Rétablissons quelques vérités », avant de rentrer dans des sujets un peu sérieux, dans des sujets qui vont nécessiter des présentations d'éléments factuels pour venir vous expliquer pourquoi ces sujets nous ont fait réagir et pourquoi nous éprouvons le besoin de rétablir quelques vérités. Je vais prendre 2 minutes pour parler d'un sujet qui me concerne directement. 2 minutes pour parler de moi. Parmi les choses qui nous ont heurtés dernièrement, il y en a une qui me concerne. Et dans la mesure où je me propose d'être votre mère pendant les 6 années à venir, je pense qu'il y a des choses que je me dois de vous expliquer, que vous devez savoir à mon sujet. Donc cette chose qui me fait réagir, c'est d'entendre que, mais cette Isabelle, cette Buin-Bourjalia, elle était où ces dernières années? Elle était où?
Alors voilà, du coup, je me suis dit que ça allait être l'occasion pour moi de rebondir sur cette Elle était où pour vous donner 2-3 informations qui peuvent peut-être vous intéresser. Il y a un peu plus d'une dizaine d'années, une quinzaine d'années, j'ai monté un endroit, un espace culturel qui s'appelle toujours Simone et les Mowargat, et qui est un endroit que j'ai créé pour partager avec les Macariens des émotions culturelles, artistiques. C'était un endroit qui était destiné à exposer au départ de la photographie, et puis c'est devenu plus large que ça. Et puis c'était aussi un endroit qui permettait à des créateurs de présenter leurs créations. C'était un endroit qui permettait aux gens de se rencontrer, de découvrir des choses nouvelles. C'était un endroit pour lequel nous avons organisé un certain nombre de vernissages où nous avons accueilli l'ensemble de la population pour échanger autour de cette proposition artistique. Et cet endroit, je l'ai monté avec mes deniers propres, avec mes sous, avec mes économies. Et c'est un endroit voilà, que j'ai voulu ouvert vers les autres et que j'ai créé pour le village. Quand quelques années après, j'ai repris mes études pour devenir enseignante, ce que je suis aujourd'hui, c'était évidemment incompatible avec cette activité. Et j'ai donc transmis ce que j'avais créé, ce que j'avais conçu, imaginé de toutes pièces. Alors évidemment, il y a d'autres personnes qui m'avaient accompagnée dans le développement de cet endroit. Et je l'ai transmis pour qu'il continue à vivre et à exister, ce qu'il a très bien fait sans moi. Je l'ai fait de façon totalement dénuée de tout intérêt. Et je suis très, très heureuse de constater que les petites graines que j'ai plantées à l'époque ont continué à fleurir. J'ai ensuite fait ma vie d'enseignante. Et puis, j'ai été enseignante quelques années aussi à Saint-Macaire, ce qui a été l'occasion de rencontrer beaucoup de familles qui sont encore à Saint-Macaire aujourd'hui et de tisser des liens étroits avec les familles et les enfants. Et puis là aussi, au bout de 3 ans d'enseignement à Saint-Macaire, l'école a dû fermer une classe. Vous savez comment ça fonctionne quand il y a des baisses d'effectifs. Voilà, on est obligé de fermer une classe. À ce moment-là, il a fallu faire des choix. Et moi, j'ai décidé de laisser ma place à quelqu'un qui venait d'arriver, qui arrivait sur l'école, qui était très, très motivé, qui avait envie de faire des choses pour l'école et qui est devenu le directeur de l'école que vous connaissez aujourd'hui. Voilà, c'est un choix que j'ai fait, de lui permettre de rester et de mener à bien le projet de la direction. Et moi, je suis partie enseigner à Bordeaux. Voilà, ça a duré 3 ans. Et ça veut dire que le matin, je devais partir très très tôt pour rejoindre mon école à Bordeaux. Et je devais également rentrer tard le soir pour retrouver mon chez-moi. Alors, c'est vrai que pendant ces 3 ans, j'ai peut-être pas été... je me suis peut-être pas retrouvée dans tous les événements qui ont été proposés par les associations, par différentes activités. Mais j'étais là et surtout, mon ambition à ce moment-là a été de partager le plus possible tout ce que j'avais imaginé et tout ce que j'avais fait. Voilà. Donc, je ne veux pas être beaucoup plus longue que ça, mais évidemment que quand à 6h du matin, il y a peut-être plein de gens que je n'ai pas rencontrés, et à 7h du soir, en rentrant par la gare de Saint-Macaire, de la même façon. Mais Saint-Macaire est resté mon pilier, et il le restera, et j'espère qu'il le restera longtemps. Voilà. Alors, pendant toutes ces années, je n'ai pas brassé d'air parce que je n'avais pas le temps, mais j'ai été là et je n'ai pas cessé d'être là. Voilà, et d'être là pour Saint-Macaire. Voilà, ça c'était la petite mise au point que je voulais faire juste à mon sujet, parce que je pense que c'est important que vous sachiez que je suis là et que je suis bien là. Et maintenant, je vais passer la parole à Tristan,
qui va vous parler d'un sujet hautement important, qui est le sujet des finances, sur lequel vous savez qu'il y a eu un certain nombre de discussions et de désaccords récemment autour de cette idée que les finances sont saines et sont parfaitement saines. Merci Isabelle. Alors, effectivement, les finances, c'est quand même l'outil indispensable pour le fonctionnement de l'action publique, puisque sans finances, on ne peut pas mettre en place de politique. Donc, pour comprendre la situation de Saint-Macaire, il va falloir commencer à comprendre comment fonctionne une commune. Et donc, pour ça, on va attaquer la première diapo, s'il te plaît. Donc, derrière ces blocs un petit peu barbares et difficiles à comprendre, vous allez voir, ça va être finalement assez facile. Vous avez deux budgets dans le budget d'une commune, un budget de fonctionnement et un budget d'investissement. Donc, le budget de fonctionnement, c'est tout ce qui est affaires courantes. Donc, en dépenses, vous allez retrouver les salaires des agents, vous allez retrouver les prestations de services, les charges à caractère général, comme l'énergie, l'eau, l'alimentation pour la cantine, etc. Vous y retrouvez également les subventions des associations. Et en recettes, vous allez y trouver plusieurs grands blocs. D'abord les impôts et taxes, ensuite les dotations de l'État, l'attribution de compensation de la CDC, et enfin les produits des services, tous les services publics qu'on a à Saint-Macaire, par exemple le périscolaire, les parents payent une prestation, et donc ça rentre dans les recettes de fonctionnement. Donc ça, c'est le premier bloc, le fonctionnement. Et ensuite, vous avez l'investissement. Alors l'investissement, pour le coup, c'est toutes les opérations qui visent à enrichir le patrimoine communal. Donc ce sont les opérations durables, ce sont en général de grosses opérations. En dépenses, là, vous allez retrouver plutôt tout ce qui est achat de bâtiments, de terrains, réfection de voiries, achat de gros matériel, des véhicules, des équipements. Et en recettes, vous allez avoir principalement des subventions. Alors malheureusement, les subventions ne couvrent pas l'intégralité des investissements. Si c'était le cas, si la voirie était financée à 100%, vous n'auriez aucun nid de poule en France. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. L'investissement, si on veut le financer, on est obligé de trouver d'autres recettes. Et ces recettes, on va les trouver dans le fonctionnement. Donc dans le fonctionnement, vous avez des recettes, là vous voyez, c'est ce que vous voyez en orange, des recettes réelles de fonctionnement. Vous avez des dépenses réelles en jaune de fonctionnement. Le but du jeu, c'est que ces dépenses soient évidemment plus faibles que les recettes. Et vous allez réussir à dégager une somme, un excédent de fonctionnement, qui va nous permettre de faire des différentes actions. Donc là, on est sur l'encadré vert. Cet encadré vert, il peut passer en investissement pour financer justement des grosses opérations. Ça, c'est comme ça que ça se passe en théorie. Vous pouvez également, avec cet excédent de fonctionnement, vous pouvez mettre en place des emprunts. Ces emprunts vont vous permettre de financer de très grosses opérations, mais il va falloir s'assurer à ce que cet excédent puisse être pérenne et puisse continuer de rembourser tous ces emprunts. Donc là, on va passer à la diapo suivante. Alors, ce qui s'est passé à Saint-Macaire. Donc, précédemment, dans les mandats précédents, on savait qu'on pouvait agir sur les dépenses de fonctionnement pour dégager un excédent. Donc on a fait en sorte que ces dépenses soient le plus faibles possible. Ça a été des efforts sur les indemnités des élus, ça a été des efforts sur les charges de personnel et des efforts sur les charges à caractère général. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a une situation où ces dépenses de fonctionnement n'ont fait qu'augmenter d'année en année. Donc vous avez 3 barres. Alors la barre bleue, c'est la barre des charges générales. Et la barre rouge, c'est celle des charges de personnel. Ces deux grands chapitres ont beaucoup augmenté de 2020 à 2025. Et ce que ça a donné, c'est que les emprunts qu'on a effectués dans les mandats précédents pour pouvoir réaliser des investissements importants, mais aujourd'hui, on n'a plus vraiment les capacités de les payer et de faire autre chose à côté. C'est-à-dire qu'on ne peut plus vraiment investir parce qu'on a fait augmenter ces dépenses en flèche. Alors, comment on les a fait augmenter ? D'abord, combien on les a fait augmenter ? On a augmenté les charges de personnel d'à peu près 37% sur le mandat. Et c'est surtout les charges à caractère général, et là tu peux passer à la diapo suivante, qui ont augmenté cette fois-ci de 76%. Ça s'explique notamment parce qu'on a quitté un fournisseur d'énergie, on a quitté le marché groupé d'énergie
en 2022. Et donc vous voyez deux sommes différentes, à peu près 250 000 et 750 000. On était précédemment dans un marché groupé d'énergie qui regroupait plus de 3000 collectivités. Ces 3000 collectivités mises en commun réussissaient, grâce au SDEG, au syndicat de Gironde, de négocier un tarif très intéressant, qui était à peu près 20% inférieur au prix du marché. Et quand la commune, quand l'équipe actuelle a décidé de quitter le groupement d'achat d'énergie, on s'est retrouvé à devoir chercher un fournisseur au dernier moment. Donc forcément, ça n'a pas été particulièrement efficace. Ça a été au plus haut de la crise énergétique et ça a été tout seul. Donc on se retrouve avec des dépenses d'énergie qui passent de 250 à 750 000 euros de 3 ans en 3 ans sur le mandat. Ce que ça implique, c'est qu'avec des emprunts assez élevés, que la commune doit continuer de payer, puisque les emprunts, c'est sur du long terme, et avec des dépenses de fonctionnement qui sont devenues très élevées, eh bien forcément, on n'arrive plus à dégager un excédent nécessaire pour pouvoir effectuer d'autres investissements. Et ce que ça implique, c'est que quand on n'arrive pas à dégager cet excédent de fonctionnement, on fait forcément beaucoup moins de choses au niveau de l'investissement. Et donc là, on va voir une des dernières diapos. On a un comparatif entre les différents mandats. Donc on a ce mandat actuel, on a réalisé à peu près 3 millions d'euros d'investissement. Là où les mandats précédents, vous voyez que ça s'approche plutôt des 5 millions. 5 millions, 4 millions 6, etc. Ça s'explique parce que les élus précédents faisaient vraiment un effort, comme je vous le disais, sur les dépenses de fonctionnement et donc réussissaient à dégager un excédent. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On se retrouve à avoir un trou dans la raquette, à trouver ces 500 000 euros de surplus à dépenser pour l'énergie. Et les conséquences de cette augmentation des dépenses de fonctionnement, ça a été, l'augmentation des impôts en 2023. Donc on a une augmentation de 18,5% des impôts fonciers pour les Macariens. Ça a été des ventes comme le terrain jugeant pour près de 500 000 euros qui n'ont pas servi à réaliser de l'investissement. Et 3, c'est moins d'investissement de manière générale. Donc ça, c'est la situation dans laquelle on est arrivé. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose, nous, pour éviter justement de tomber dans ces travers-là? On propose d'abord d'avoir une commission des finances qui soit vraiment entourée d'experts, c'est-à-dire des experts qui sont élus dans la liste, mais également qui sont hors de la liste. On ne ferme pas du tout la possibilité d'avoir des commissions extra-municipales. Il faut s'entourer de toutes les compétences dont on peut disposer pour avoir un suivi budgétaire et une analyse fine des finances. Il va falloir évidemment qu'on finalise notre analyse de la situation actuelle pour élaborer des projets réalistes sur le long terme. On va faire en sorte que la commission finance, elle retrouve son rôle, qui est d'accompagner les différents élus dans la conception de leurs projets. Il faut justement qu'on analyse la faisabilité financière de tous les projets et qu'on ne parte pas dans une sorte de bourse au projet sans ligne directrice. Et enfin, on doit une certaine transparence à la population. Et c'est pour ça qu'on souhaite organiser une réunion publique chaque année pour présenter l'état des finances de Saint-Macaire et présenter les priorités en termes d'investissement. La population, elle a son mot à dire là-dessus. Évidemment, ces priorités, on compte faire en sorte qu'elles puissent être modifiées selon les besoins de la population. Voilà, j'en ai terminé. Ce qui nous amène directement au second sujet, qui est celui de la concertation, qui est un des grands axes et une des grandes promesses du mandat précédent, qui est également une promesse importante de l'équipe Bien Vivre à Saint-Macaire, qui revendique la continuité de cette valeur accordée à la concertation. Mais ce que l'on remarque, nous, c'est que, et ce qui nous questionne, c'est est-ce qu'on peut vraiment parler de contestation, de concertation, pardon, quand tout est déjà décidé. Un exemple pour ça, en février 2023, une concertation a eu lieu concernant l'aménagement de la place du 19 mars. On a proposé, on a écouté les Macariens concernés par ce réaménagement. Et puis, le lendemain, du matériel d'aménagement de cette place était livré. Était-ce vraiment de la concertation ?
Est-ce qu'on peut parler également de concertation quand il n'y a pas de restitution sur ce qui a été décidé, sur ce qui a été discuté? Là, je prendrai pour exemple les réunions de quartier de 2021 qui ont effectivement eu lieu, comme ça avait été annoncé, qui ont écouté, qui ont questionné les Macariens. Et puis, rien ne s'est passé, pas de restitution, pas de retour. Qu'a-t-il été décidé, qu'a-t-il été discuté suite à ces réunions? On ne sait pas. Et ce qu'on sait aussi, c'est que les réunions ont ensuite totalement disparu. Donc il y a eu des réunions au tout début du mandat et puis plus. Et puis la dernière question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce qu'on peut parler de concertation quand les grandes décisions qui mériteraient concertation ne font pas appel à la concertation? Et là, l'exemple que je vous citerai est celui de la fermeture de la rue de l'Église, qui a concerné pas mal d'entre vous pendant plusieurs années, 3 ans, je crois, consécutifs. Où en fait, voilà, on a fermé la rue pour installer des terrasses, pour installer des espaces conviviaux autour d'un restaurant, ce qui en soi est une très jolie idée. Simplement, cette décision a été prise sans aucune concertation, sachant que sont en jeu des problèmes d'accessibilité de la rue et tout particulièrement de l'IME qui est situé dans cette rue, des problèmes de sécurité, puisque en cas de problème, évidemment, les pompiers ne peuvent pas intervenir et ils n'ont pas non plus été consultés. Et puis aussi en termes de nuisances pour les habitants, aussi bien sonores que d'agitation de toutes sortes. Voilà, donc ça c'est particulièrement et typiquement le sujet qui aurait mérité une véritable concertation et qui n'y a pas fait appel. Alors, même chose, quelle est notre position par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on entend, nous, par concertation? Parce qu'il ne vous a pas échappé que nous aussi, nous avons parlé de concertation. Déjà, première chose, la concertation est à la base de la constitution de notre groupe et de notre système de réflexion. C'est-à-dire que nous nous sommes constitués dans cet esprit. Il n'y a pas eu au départ une tête de liste qui a constitué une liste autour d'elle en décidant de ce qui allait être fait et de ce qui allait être discuté. Ça s'est fait de manière complètement évolutive au fil du temps, à partir d'un petit groupe qui existait déjà et puis qui s'est étoffé. Donc ça veut dire que cette équipe aujourd'hui, c'est un collectif qui travaille depuis plus de 6 mois sur l'élaboration d'un projet, sur le projet qu'on vous a présenté et qu'on va continuer à vous présenter. Tout ça se fait, alors je ne vous cache pas que ça se fait, que ça prend énormément de temps, que c'est beaucoup plus long et beaucoup plus douloureux, entre guillemets, que de décider d'une chose et de la transmettre au reste de l'équipe, parce que évidemment ça passe par beaucoup de débats, beaucoup de contradictions, beaucoup de discussions, mais ça veut dire qu'au bout du compte, il y a un vrai projet concerté et collectif qui naît de ça. Et puis pour le mandat à venir, parce que c'est quand même ce qui vous intéresse davantage que la façon dont on a travaillé jusqu'à aujourd'hui, pour le mandat à venir, nous nous engageons à ce qu'aucun projet d'intérêt commun ne se construise sans une concertation préalable avec tous. Alors, avec vous, pour pas que ça reste des mots et une déclaration sur une diapo, quelques exemples d'outils que nous développerons, des réunions publiques thématiques, des comités d'élus citoyens, des questionnaires en ligne et en accès papier pour ceux qui ne sont pas présents sur les réseaux et sur Internet de manière générale, des appels à projets. Tout à l'heure, l'équipe vous détaillera aussi un projet autour de la création d'un conseil des sages qui participera justement à cet esprit de concertation. Sachant que je voulais insister sur une chose importante par rapport à tous ces outils que vous connaissez déjà, qui est la nécessité d'anticipation dans le lancement de ces phases de concertation. Ça veut dire qu'il faut s'y prendre à l'avance. Ça veut dire qu'il faut prendre le temps d'aller informer les gens pour être sûr qu'un nombre le plus large possible de personnes puissent participer à ces concertations. Et ça ne se décide pas du jour au lendemain. Et ça nécessite une communication large des personnes que nous désirons faire participer à l'ensemble de ces questionnements.
Alors, troisième et dernier sujet qui fâche, celui de la CDC, la communauté de communes. On a appelé ça une collaboration à géométrie très variable, vous allez voir pourquoi. Donc la communauté de communes, c'est la réunion, vous le connaissez pour la plupart d'entre vous, de 37 communes, dont Langon est la ville principale. Nous sommes la 4e ville en termes de taille dans la communauté de communes, après Langon, bien sûr, Toulaine et Saint-Mexan. La vocation de la communauté de communes, c'est de s'unir pour être plus fort, plus efficace, sur un grand nombre de sujets, sur un grand nombre d'investissements. Or, la méconnaissance du fonctionnement de la communauté de communes et peut-être aussi des objectifs et de la raison d'être de la communauté de communes a créé une situation d'opposition au début du mandat précédent de la part du maire qui s'est opposé au fonctionnement de la communauté de communes et qui a eu pour résultat d'isoler la commune. Ce qui s'est traduit très concrètement pendant le mandat par le fait que Saint-Macaire a été absente de toutes les discussions. Et pour donner un exemple concret qui peut parler à tout le monde, une conséquence directe, le projet de la médiathèque a échappé à la ville de Saint-Macaire alors qu'elle avait été identifiée comme la ville idéale pour recevoir et pour voir sa médiathèque se développer. Et ça grâce à l'existence d'une équipe de bénévoles extrêmement active qui faisait vivre cette médiathèque. Donc le projet était sur un plateau pour Saint-Macaire et pour sa population, bien évidemment. Et malheureusement, parce que Saint-Macaire a été absente complètement de ces discussions, ce projet nous a échappé. Ce n'est pas complètement bouclé, donc voilà, on espère et on en reparlera qu'on va pouvoir revenir sur ce sujet. Et c'est d'ailleurs ce qu'a déclaré l'équipe Bien Vivre à Saint-Macaire au début de la campagne, avec une réaffirmation de l'importance d'un travail concerté avec la communauté de communes, et puis le retour d'intérêt pour ce projet de médiathèque. Et puis mi-février, avec l'épisode des inondations, bizarrement, la communauté de communes est devenue de nouveau notre ennemi, avec voilà, tout ce que vous avez entendu dire autour des inondations et de ce qui s'est passé avec le coup de gueule, c'est comme ça qu'il l'a appelé, de Monsieur le maire concernant l'entretien des digues qui avaient été négligées par la communauté de communes. Donc là, tout d'un coup, finalement, la communauté de communes ne faisait pas son travail et était à condamner. Alors, évidemment, c'est un petit peu compliqué de suivre l'idée directrice autour de ce partenariat avec la communauté de communes, mais c'est aussi l'occasion de rappeler que cette histoire de digue, en plus d'être étrange en termes de comportement vis-à-vis de la communauté de communes, montre une très grosse confusion. Ces digues qui ont été présentées comme nécessaires à la protection des personnes ne sont en aucun cas existantes pour la protection des personnes, mais pour la protection des cultures, ce qui n'a quand même rien à voir. Et surtout, avec l'ampleur des crues comme celles qu'on a connues là tout à fait récemment, ces digues ne peuvent de toute façon absolument rien contre ces crues et n'empêcheront en aucun cas les inondations. Seuls des investissements extrêmement importants pourraient mettre les routes hors d'eau, et c'est bien au-delà de nos compétences que cela se situe, et c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec l'entretien des digues. En revanche, il est tout à fait possible d'anticiper les futures crues, puisqu'elles ne manqueront pas d'arriver, et de s'interroger sur la façon dont on peut constituer une réserve citoyenne pour créer de l'entraide, pour savoir comment intervenir, comment anticiper et comment préparer les choses pour ne pas que la population ait à subir les conséquences de ces nouvelles crues. Comment acheter, mutualiser l'achat de matériel, par exemple. Voilà. C'est peut-être plus sur ces questions-là qu'il faut se pencher que sur le fait d'accuser, encore une fois, la communauté de communes de tous nos maux. En ce qui nous concerne,
Vous l'aurez compris, hein, nous sommes pour un partenariat étroit avec cette communauté de communes qui est indispensable à notre devenir. Les projets doivent se construire en collaboration avec les communes environnantes, à travers la mise en commun des besoins, des moyens et la recherche de synergies. Et cette appartenance et ce fonctionnement passent par une présence de notre part au sein de la communauté de communes, siéger dans les commissions et dans les différentes organisations. Et puis aussi la reconnaissance des intérêts du territoire, parce que faire partie d'une communauté, ça veut dire qu'on raisonne en termes de territoire et pas seulement en termes de nos propres intérêts. Donc voilà, ce sont des communes, ce sont 37 communes qui se mettent ensemble pour agir ensemble et s'entraider les unes les autres. Voilà pour ce que je voulais dire concernant ce sujet qui est le dernier sujet sur lequel nous voulions revenir. Alors il pourrait y en avoir plein d'autres, mais voilà, on a choisi ces 3 sujets parce qu'on pense qu'ils sont particulièrement importants et qu'ils nécessitent quand même un apport d'éléments pour en faciliter la compréhension. Donc maintenant, voilà, on va passer au projet. On vous a présenté déjà un certain nombre de choses que je rappelle très brièvement ici lors de la première réunion. Par exemple, je ne vais pas toutes les citer, mais on a parlé de l'aménagement des bords de Garonne avec l'idée d'accueillir une guinguette éphémère et de créer un parcours de santé naturelle. On a parlé de travailler en collaboration avec la CDC, encore elle, pour créer des aires de covoiturage et d'autostop partagés. Nous avons parlé également de l'annulation de la vente des logements sociaux routiers. On vous a expliqué un petit peu en détail les raisons pour lesquelles nous voulions revenir là-dessus. Et puis, Félix vous a présenté le projet de rénovation, de végétalisation et d'aménagement d'espaces différenciés dans la cour de l'école avec l'idée d'une ouverture au public en dehors des heures d'école. Et c'est Félix aussi aujourd'hui qui va vous présenter un autre de nos projets phares. Vous le voyez sur la carte, je vous disais que ce serait le fil rouge de la présentation, les bâtiments qui sont indiqués ici, donc le relais de poste, les grottes, le château de Tarbes et le prieuré. Et donc je lui laisse la parole. Je vais déjà voir, oui, si j'ai bien compris. Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de ne pas être trop long, parce que moi j'ai quand même déjà perdu 2 enfants sur 3, donc c'est un signal, il faut peut-être un peu accélérer. Donc redéfinir l'usage des bâtiments communaux. Quoi vous dire à ce sujet? Dans un premier temps, peut-être affirmer, c'est ce qu'on souhaitait faire, ce qui est notre vision de ces questions-là, les affirmer sans ambiguïté. Nous sommes de ceux qui considèrent que la valorisation, l'avenir des bâtiments et du patrimoine au sens large ne peut se faire qu'à travers l'utilisation qu'en font et qu'en feront les Macariens. Notre objectif, notre vision, c'est donc de faire en sorte de multiplier, diversifier ces usages. C'est le mot qui apparaît, c'est un peu techno, je vais essayer de lui trouver 2-3 synonymes, mais c'est vrai que c'est le mot qu'on utilise dans ces cas-là. Étant entendu qu'un usage, ça ne se décrète pas, ça ne s'impose pas, ça se construit avec les Macariens par l'échange, par l'écoute, par la concertation. Donc ça sera ça, notre façon. Je vais vous parler plus de méthode que de projet, en fait, aujourd'hui. Ça sera ça avec toujours la même exigence, celle de la transparence dans nos intentions, la transparence dans nos choix, en prenant en considération les éléments et les contraintes financières, tout autant que les réalités techniques, et bien évidemment en écoutant et en prenant en considération aussi les personnes qui vivent à côté des bâtiments qui sont concernés. Donc voilà pour le cadre, pour la méthode. Nous avons défini 4 axes prioritaires que vous voyez apparaître, je ne me suis pas trompé, c'est bien 4, sur la diapositive. Le premier, le château de Tarbes, donc c'est un sujet d'ampleur, avec une question qui est a priori assez simple, c'est quelle utilisation demain pour le château de Tarbes? Cette question, nous ne prétendons pas y répondre seuls. On considère que ce serait une erreur de faire ça. On considère qu'il est important d'ouvrir ce travail, de l'ouvrir pleinement par la concertation, mais avec une vision tout de même, une vision quant à l'ambition du projet. C'est-à-dire qu'on le connaît tous ici, le château de Tarbes, et nul n'imagine une utilisation qui ne soit pas à la hauteur de
l'ampleur de ce bâtiment, de son positionnement au sein de notre village. Nul n'imagine une utilisation qui ne soit pas de nature à l'ouvrir au plus grand nombre, à toutes et à tous. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'ambition, le projet que l'on aura, il devra être de nature à pouvoir aller solliciter des financements extérieurs qui seront indispensables pour la réhabilitation. Mais cette utilisation future, elle devra répondre à une autre condition aussi, qui est celle de ne pas augmenter les charges de fonctionnement de la commune, de ne pas rajouter, de ne pas peser encore plus sur le quotidien de la commune. Donc vous allez me dire que le cadre, il est exigeant. Je suis d'accord avec vous, il est complètement. Mais il est réaliste et il est indispensable. Prendre un petit moment pour préciser qu'à date, rien, aucun élément technique nous amène a priori à renoncer à quoi que ce soit. Rien ne nous oblige à limiter nos ambitions ou à restreindre nos idées sur ce sujet-là. Tout reste à construire et c'est bien ensemble que nous le ferons et que nous devons le faire. La maison Messidan, toujours la même logique, hein, développer l'utilisation, l'usage par l'échange, la concertation, là avec un cadre qui s'impose à nous toutes et tous et que nous connaissons, qui est de respecter l'esprit de la donation de la maison Messidan. Le prieuré, Isabelle va y revenir tout à l'heure un peu plus en détail. Juste ce que je pourrais dire d'ores et déjà, c'est que l'utilisation que l'on définira collectivement, elle devra être d'une certaine façon à la hauteur de l'histoire de ce lieu. Et quand je parle de l'histoire, je parle aussi et surtout, quelque part, de l'histoire de sa réhabilitation. Ce chantier de jeunes, dont certains sont ici parmi nous, bien que moins jeunes maintenant, ce chantier de jeunes, il y a une histoire derrière ça. Et cette histoire, à certains égards, elle nous oblige. Alors, je vais prendre 30 secondes quand même pour définir, parce que je connais les acteurs en question et ils vont me vouer aux gémonies avec plus ou moins d'affection pour avoir dit ça. Ils vont crier au culte des anciens et il n'en est rien, aucun risque, rassurez-vous, on vous connaît assez. Pour autant, on n'est pas là pour idéaliser qui que ce soit, pas pour idéaliser quoi que ce soit, mais on est là pour reconnaître une continuité quand il y en a une. Et cette vision qui est la nôtre, de se dire qu'un patrimoine, il n'a de valeur que s'il est habité, cette vision, elle vient de cette histoire. Donc c'est normal qu'on la revendique et qu'on se la fixe en vision et en boussole. Enfin, les grottes. Donc les grottes, la priorité, c'est l'ouverture au public. Des travaux ont été réalisés. J'ai l'impression qu'on m'entend moins. Non, toujours. Des travaux ont été réalisés de consolidation. Il nous appartiendra de poursuivre le travail sur l'aménagement pour pouvoir le rendre accessible et derrière d'engager un travail, toujours le même, pour développer son utilisation, pour que les grottes en fait fassent partie de ces dispositifs qui sont connus et reconnus lors des manifestations macariennes. Et tout ça comment ? Toujours pareil, en écoutant, en échangeant, en concertant. Et pourquoi ? C'est ce que je disais au début, tout simplement parce que je pense qu'on peut tous s'enorgueillir du patrimoine de Saint-Macaire. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais en même temps, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit et on n'a rien dit. Le patrimoine, il n'a de valeur et d'attachement. On a un attachement à ce patrimoine que par les moments qu'on y a vécu, que par les souvenirs qu'on y a. C'est vrai que moi, par exemple, si vous m'amenez maintenant au prieuré que je ne l'ai jamais vu de ma vie, c'est sûr que je vais me retrouver face à un ensemble que je vais trouver remarquable en soi. C'est une évidence. Pour autant, il ne sera pas le prieuré. Il est le prieuré pour moi parce qu'on m'a transmis cette histoire de sa réhabilitation. Il est le prieuré parce que j'ai appris à faire... Alors, je ne suis pas très bon, mais en tout cas, j'ai appris les bases de la photographie avec Jean-Pierre. Je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, il était là la dernière fois. C'est le prieuré pour moi parce que quand j'y vais, la mémoire elle est faite comme ça. Je me rappelle d'un après-midi d'hiver, un mercredi où il faisait pas beau. On était à l'intérieur avec des copains dont les frères et sœurs de Jérôme ici présent et on écoutait attentivement Florence qui nous lisait les livres de la bibliothèque. C'est ça en fait pour nous le prieuré. Les grottes, c'est la même chose. Les grottes, c'est sûr que quand on y va pour la première fois, c'est impressionnant. C'est souterrain, ça suscite, ça déclenche la curiosité. C'est une évidence. Mais c'est les grottes
parce qu'on nous a transmis les souvenirs, parce qu'on les a construits, nos propres souvenirs, c'est les grottes, parce que moi, Jackie Grattecap m'a raconté à plusieurs reprises des choses qui lui avaient été à lui-même transmises, des retours de soirée qui s'y déroulaient. C'est les grottes parce que je pense que, comme beaucoup de personnes ici, ça a été un terrain pour moi d'exploration, de liberté, de bêtises aussi. Et c'est les grottes. Alors, j'allais dire, j'en ai le souvenir, c'est pas vrai, la nature est bien faite, mais quand j'avais 4 ans, il y avait un mariage qui se déroulait là-bas, je tairai le nom des mariés, et mon père m'a tout bonnement oublié là-bas. Donc en termes de souvenirs, je ne vous cache pas que ça crée des souvenirs, mais vous voyez ce que je veux dire, en fait, l'idée c'est que ces souvenirs, on en a tous. On a tous dans ces lieux-là, et c'est ça qui donne la valeur du patrimoine et qui donne l'attachement que l'on a. Et donc notre vision, ça sera de développer l'usage, l'utilisation de ces lieux pour en faire des lieux vivants, pour qu'ils continuent à être vivants, pour en faire des lieux habités, pour en faire des lieux utilisés par les Macariens, par tous et par toutes. Beau projet, merci. Alors on va changer de lieu sur la carte, on va s'intéresser aux activités à vocation sociale que nous envisageons, comme l'a évoqué Félix, de situer à la Maison Messidan, qui retrouvera ainsi l'une de ses vocations premières lorsque Monsieur Hospital a fait don du bâtiment à la commune en 2023. On en a déjà parlé. On a déjà parlé des ateliers numériques qui se situeraient également à la Maison Messidan lors de la première réunion. Et donc Sylvie va vous parler maintenant de deux autres projets directement liés. Merci. J'enchaîne sur le premier. Créer un guide des solidarités. Donc, dans le cadre du CCAS, on souhaite créer un guide des solidarités, c'est-à-dire un guide qui recense les structures associatives et institutionnelles qui œuvrent dans l'action sociale, ainsi que les services et actions que ces structures proposent. C'est-à-dire qu'on fait le constat que sur notre territoire, on dispose de beaucoup de ressources d'accompagnement et de soutien, mais que ces ressources ne sont pas toujours connues ou mal repérées. Donc ça peut être, à titre d'exemple, des ressources associatives comme la Maison des adolescents à Langon, des ressources portées par la CDC comme le Point Justice, par le pôle territorial, par le département comme la Maison des Solidarités. L'objectif de ce guide, en fait, c'est de faciliter l'accès des Macariens à l'information et aux aides. Donc, ça serait un guide qui serait destiné aux personnes qui rencontrent des difficultés, donc des difficultés diverses qui peuvent être d'ordre financier, de familial, de logement, de santé, liées à l'âge, au handicap. Mais également un guide pour les bénévoles et les professionnels pour mieux orienter et accompagner les demandes. Et un guide aussi qui va permettre au CCAS de rendre visible et de proposer aux Macariens des actions qui sont portées par les acteurs locaux. Et donc, Mélissa va vous donner l'exemple des actions vers les seniors. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, pour illustrer les propos de Sylvie concernant le guide des solidarités, j'espère qu'on m'entend bien, parce que j'ai un chat dans la gorge, en plus je suis enrhumée. Je vais vous parler d'une action qui est portée par une association qui s'appelle Cap Solidaire, qui est dans l'économie sociale et solidaire, et qui propose depuis maintenant fin 2019 des sorties mobilité gratuites avec un transport en pas de porte également gratuit à tous les seniors. Alors seniors, il a fallu donner un chiffre, c'est toujours un peu problématique, à partir de 60 ans. Pourquoi Parce que tu me regardais. Non, je ne sais pas. À partir de 60 ans, la seule condition, c'est qu'ils résident sur la communauté de communes, enfin sur une des 5 communautés de communes qui consiste du Grand Scott Sud-Gironde, je vais y arriver. Ces sorties donc, sont gratuites, le transport en pas de porte l'est également. Pour vous donner un petit ordre d'idée, il y a à peu près 10 sorties par mois qui sont réalisées, ce qui représente depuis le début de l'action 637 sorties. Et en participation cumulée, il y a à peu près 3250 participants qui ont été à ces sorties. Ces sorties, elles ne sont pas sorties du chapeau comme ça. Bien sûr, il y a des financements pour ça, mais qui n'incombent pas aux seniors.
Et ces sorties ont pour but de rompre l'isolement des seniors et puis évidemment de freiner la perte d'autonomie. Voilà, c'est juste à titre d'exemple des structures ressources qui existent sur ce territoire. Pardon ? Ben oui, et c'est bien dommage parce que, et oui, et souvent ce sont les CCAS justement qui orientent les personnes. Et oui, je suis bien d'accord avec vous. Les CCAS, les EHPAD également, enfin voilà, toutes les personnes qui sont en lien avec les seniors. Voilà, donc c'est quand même une association extraordinaire que l'on peut saisir et qui ne coûte absolument rien en plus à la commune. Merci. Alors, toujours dans la continuité des actions à vocation sociale, Sylvie va maintenant nous parler du Conseil des sages que nous évoquions tout à l'heure dans le cadre des outils de concertation que nous envisageons de mettre en place. Pardon, je te laisse la parole. Je t'en prie. Donc, nous souhaitons mettre en place un Conseil des sages. Alors, un Conseil des sages, c'est un outil de démocratie locale. C'est une instance consultative, un lieu de réflexion et de proposition pour éclairer des projets municipaux. Donc pour ce faire, on souhaite adhérer à la Fédération des villages et villes sages, fédération qui a adopté une charte qui régit les grands principes de cette instance. Et nous pensons que l'adhésion à un réseau national pourra nous permettre avant tout de bénéficier de retours d'expérience et d'un accompagnement méthodologique pour la mise en place de cette instance. Et je vais laisser Isabelle vous décrire plus en détail les missions et le fonctionnement de ce Conseil des sages. Merci, bonsoir à tous. Donc, le Conseil des sages, je vais vous parler de sa mission et de son fonctionnement. Alors, sa mission au Conseil des sages, il aura celle de s'intéresser et d'étudier les différentes problématiques qui incomberont et qui seront dédiées aux Macariens dans leur vie quotidienne. Pour ce faire, il aura différents leviers à sa disposition. La saisine, c'est le conseil municipal qui demande au Conseil des sages d'explorer, d'étudier un sujet particulier qui lui semble prioritaire. Ensuite, il y a l'autosaisine. L'autosaisine, c'est le conseil qui s'empare, lui, d'un problème qu'il veut traiter et qu'il souhaite important. Et ensuite, il y a également le système des commissions. Le système des commissions, ce sont des groupes de travail qui ont différentes thématiques. Ça peut être la culture, la thématique de la culture, la thématique également du domaine scolaire ou également de l'environnement. Pour mener à bien cette mission, le Conseil il va s'appuyer sur la charte. C'est ce que nous disait tout à l'heure Sylvie. Cette charte, elle impose différents critères, en particulier celui de l'âge. Il faut être âgé au minimum de 55 ans, ou plus. Et également, il impose des valeurs fondamentales aux futurs membres du Conseil. Alors, ces valeurs, ce sont celles de miser sur l'intérêt général, de rechercher le consensus et également la neutralité. Le Conseil, il est ouvert à tous et à toutes. Ce Conseil, il est là également pour les hommes, pour les femmes. Il est là également pour représenter les quartiers et également pour s'intéresser aux différents métiers des quartiers. Alors, le conseil également, il peut être donc... ah oui, le conseil, j'ai oublié quelque chose. Le conseil, donc, des sages, il cherchera également à représenter toute la commune. Et une fois constitué, voilà, le Conseil, il procédera à l'élaboration de son règlement intérieur, lequel définira ses propres règles de fonctionnement. Enfin, on peut dire également qu'un conseiller sera désigné pour faire le lien avec la municipalité. Investir dans le Conseil des sages, ça veut dire transmettre des expériences. Ça veut dire également croiser des regards pour enrichir le futur
de la commune et son devenir. Merci. Merci. Alors, on poursuit notre petit tour de Saint-Macaire et on va maintenant s'intéresser à le projet que l'on envisage pour le prieuré. Donc, Félix l'évoquait tout à l'heure. L'idée, c'est de rendre à ceux qui l'ont rendu possible l'usage de ce lieu, donc à savoir les jeunes qui ont à l'époque participé à la rénovation de cet endroit. Eh bien, nous avons envie de mettre une salle à disposition des adolescents et de soutenir leur projet. Soutenir leur projet, ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'un projet qu'on va créer, qu'on va inventer pour eux, mais ce que nous voulons être, nous voulons être des facilitateurs pour la naissance d'un projet. Ça veut dire d'analyser et d'aider les jeunes concernés à analyser leurs besoins, leurs envies, qu'est-ce qu'ils auraient envie de faire dans cette salle qui leur serait totalement dédiée et dont ils seraient les gestionnaires autonomes. C'est important de le dire. On ne veut pas du tout instaurer des activités et le proposer à ces jeunes, mais leur demander, les accompagner dans l'élaboration de ce projet. Alors ça peut être, voilà, les besoins peuvent être complètement différents et ils peuvent être aussi complémentaires, mais il peut s'agir de besoins d'un lieu de création, d'un lieu de rencontre, d'un lieu festif, d'un lieu pour créer des événements, d'un lieu pour se former, d'un lieu pour s'entraider, et ça peut être aussi un petit peu tout ça à la fois. Donc nous voulons être là pour les accompagner dans cette recherche, dans cette compréhension de ce qu'ils auraient envie de faire de cet endroit. Ça passe par peut-être le recensement d'expériences existantes de tiers-lieux dédiés aux jeunes. Il en existe beaucoup sur le territoire. On pourrait ensemble faire un petit tour d'horizon de l'ensemble de ces lieux pour s'inspirer de ce qui existe déjà, pour voir naître de nouvelles idées. Parce que nous pensons que si les jeunes concernés sont intégrés dès le début du projet, à la création de ce projet, eh bien, ils feront de ce lieu leur lieu et ils le feront évoluer de la meilleure manière qui soit, sachant qu'il est important aussi de penser à la transmission, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui vont travailler sur l'élaboration du projet, sur la création du projet, sur la naissance du projet, et puis ces jeunes grandiront, partiront, iront s'installer ailleurs, et leur mission sera aussi de transmettre aux générations suivantes la vie de ce lieu qui pourra évidemment évoluer au fil du temps. Donc pour ça, comme je vous l'ai dit, nous voulons juste être des facilitateurs. Ça veut dire être là pour eux, être là pour les aider à chercher, et pour les aider à trouver la façon de mettre en place leur projet. Et puis pour les aider aussi, selon leurs besoins, dans la gestion au quotidien de cet endroit. Donc ça passe par la nomination d'une personne, évidemment, qui sera dédiée à ce projet. Alors cette personne, ça peut être un élu de l'équipe, mais ça peut être aussi un médiateur, qui est la personne que nous avons évoquée lors de la dernière réunion, qui pourrait être quelqu'un qui serait présent sur la commune au quotidien pour aider à régler des problèmes, pour aider à régler des conflits, et puis aussi pourrait se dédier à l'accompagnement du projet qui naîtra donc dans cette salle du prieuré qui leur sera entièrement consacrée. Alors, on va parler un peu travaux maintenant, puisque là aussi, c'est quand même des préoccupations du quotidien, avec donc Jérôme et Tristan qui vont vous parler de travaux de voirie et de questions de stationnement. Pardon. Je ne voulais pas me le prêter. Donc les travaux de voirie, j'ai expliqué dans les finances, il faut pouvoir en faire le plus régulièrement possible. Jérôme vous expliquera pourquoi une voirie se dégrade et pourquoi ça coûte plus cher quand on laisse sans entretenir ces espaces publics. Mais là, vous voyez, on vous a indiqué quelques pistes de rues à traiter, que ce soit à court terme ou à long terme. Je crois que ça fait de l'écho entre les deux micros. C'est bon, ouais. T'en vas pas, Jérôme, t'en vas pas.
Donc on va vous parler des travaux de voirie et des opérations qui pourraient permettre de créer du stationnement à Saint-Macaire. Donc concernant les travaux de voirie, à court terme, on est vraiment sur des petites opérations. À moyen terme, il y a des rues qui nécessitent vraiment un traitement très particulier, notamment à cause du caractère historique de certaines rues. Jérôme, je te passe la parole. Alors pourquoi une voirie se dégrade? C'est suivant à la saisonnalité climatique qu'il y a, la pluie, le soleil, le gel, c'est par rapport à ça. Après, nous nous engageons, nous, à faire une rue par an, suivant le budget, suivant aussi les financements qu'on pourra avoir. Après, en priorité, ça serait de terminer le travail qu'il y a actuellement. Un exemple concret sur la place Messidan. Voilà, ça serait pour finir ça. Après, sur les rues prioritaires, il serait convenable de refaire sur la réfection. Alors après, c'est des choix budgétaires par rapport à plusieurs. On ne va pas rentrer dans les détails non plus, parce qu'après, il y a des enrobés à chaud, il y a du bicouche. Voilà, on va être succinct là, ce soir. Il serait bien de refaire la rue Burdeau en priorité, la rue Saint-Denis. Voilà. La rue Saint-Denis, ça serait judicieux d'attendre la fin des travaux du terrain jugeant, c'est-à-dire la résidence où va se construire les logements. Ça serait bien de mettre ça après, en deuxième temps. Après, les réfections de chaussée aussi sur la rue Casse-Elliott, après rue du Palais, de la Benoge, rue du Turon. Voilà. Après, il serait aussi judicieux de finir, il y a des caniveaux centraux à l'impasse Tambourin aussi. Et après, il y aurait aussi, côté on va dire, nord, impasse du Moulin à finir quelques réfections du bas-côté de la chaussée. Et après, en direction carrément au sud, ça serait sur le cours du 30 juillet, il y aurait une partie de la réfection à refaire. Voilà. Oui, effectivement, et d'autant plus que donc, ce qu'expliquait Jérôme, c'est qu'une voirie, ça s'abîme. Et il ne faut pas attendre avant de traiter, puisque ça coûte de plus en plus cher. Plus vous laissez une voirie sans entretien, et plus ça coûte ensuite à la commune. On va passer au stationnement. Donc, au niveau du stationnement, là, pareil, il y a aussi des programmations à faire. C'est aussi des priorités à mettre en place. Donc, on vous a mis du court terme et du moyen terme. Au niveau du court terme, il s'agit davantage de marquage au sol. C'est-à-dire qu'il y a des rues où on peut matérialiser des places de stationnement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et ce qui fait que le stationnement peut être un petit peu anarchique. Donc, on peut essayer de rationaliser les places de parking comme ça. Et au niveau du moyen terme, donc nous on a identifié des zones. Alors on peut vous donner un exemple particulier, c'est le chemin des Canneveles. Donc vous savez qu'il y a des stationnements qui se font, qui sont parfois très, très nombreux. Ça peut occasionner des situations dangereuses. Et ça c'est le cas parce qu'il n'y a pas de place matérialisée. Donc nous on envisage éventuellement de construire justement de créer des places de stationnement à ce niveau-là pour que le stationnement puisse se faire de manière beaucoup plus sécurisée. Ah oui, t'as plus de micro, Isabelle. Et on va le garder. Merci Jérôme. Merci pour ces 2 points qui ont l'air peut-être un petit peu de rentrer dans le détail, mais qui concernent toutes et tous au quotidien dans la vie de la ville. Alors nous allons maintenant terminer par un sujet qui concerne l'ensemble de la cité cette fois. Et c'est maintenant Françoise qui va vous parler protection de l'environnement dans toutes ses dimensions. Bonsoir à tout le monde.
Donc, le sujet de l'environnement, donc dans un premier temps, je voudrais déjà resituer géographiquement un petit peu Saint-Macaire. Tu peux me laisser la carte. Donc, si Saint-Macaire est la 4e commune de la CDC en termes d'habitants, elle est quand même la dernière en termes de surface. Donc, nous sommes une toute petite commune. Nous sommes une toute petite commune avec beaucoup de particularités. En particulier, on fait moins de 2 km², donc 179 hectares. Ce n'est pas beaucoup. Et la moitié à peu près est urbanisée et l'autre moitié, c'est la zone inondable. Voilà. Donc c'est très très particulier. Ça amène beaucoup de réglementations compliquées. Tout ce qui est zone inondable, c'est PPRI, protection des inondations. Tout ce qui est médiéval, c'est SRP, site remarquable patrimonial. Anciennement à VAP, donc bord de Garonne, c'est Natura 2000. Bon, donc il y a tout un tas de réglementations qui nous concernent et qui concernent beaucoup moins les autres communes. Donc il faut partir de ce constat-là aussi. Donc quand on a dit ça, ça n'empêche pas qu'on peut faire plein de choses. Donc on peut passer à la diapo suivante. Donc quatre priorités. La ressource, les effets du réchauffement, la biodiversité et les espaces naturels. Donc pour la ressource, en préambule aussi, je voudrais dire que l'eau de réseau à Saint-Macaire a été faite. Aujourd'hui, c'est réglé. 98% de l'eau qui est acheminée arrive chez vous. Donc il n'y a pas de perte, il n'y a pas de fuite, contrairement à d'autres réseaux anciens. C'est un travail qui a été fait sur 3 mandatures, donc c'est un gros travail. Et le réseau d'assainissement, c'est pareil. En plus, c'était beaucoup plus compliqué, toujours la même histoire. On est dans du médiéval, on est sur un rocher, on a plein de caractéristiques particulières. Donc, l'eau de réseau, ça marche bien. Ceci dit, moins on en utilise, mieux c'est. Donc, l'idée, ça serait de mettre une cuve aérienne de grande capacité, 25 000 litres, 250 hectos pour ceux qui travaillent dans le vin. Et cet emplacement, donc en haut à gauche, vous avez une cuve inox qui provient effectivement d'une exploitation viticole et qui rentrerait au service technique. On pourrait donc nettoyer les rues, on pourrait arroser, on pourrait nettoyer le matériel municipal, ce qui limiterait l'utilisation de l'eau de réseau. À l'école, il pourrait y avoir aussi un récupérateur d'eau. Et pour les récupérateurs individuels, comme il y a une contrainte paysagère, on pourrait accompagner les habitants qui voudraient un récupérateur individuel. Et vous voyez en haut à droite un récupérateur un peu joli. Voilà. Pour ce qui est de Saint-Macaire, c'est une ville avec beaucoup de pierres, donc il fait chaud l'été, vous en êtes certainement aperçu. Et on ne peut pas mettre de la végétalisation partout. Il y a beaucoup d'endroits où on ne peut pas creuser, il y a des réseaux, il y a des vestiges archéologiques, il y a beaucoup de choses. Donc on pensait sur les zones très chaudes, mettre des voiles d'ombrage en allant chercher aussi l'information auprès de l'ADEME et auprès d'autres villes qui ont mis ça en place. L'autre solution pour les zones où on peut, entre guillemets, creuser et planter, c'est de végétaliser les façades, mais à partir du sol, parce que l'arrosage est plus simple, et comme ça a été fait cours de la République, ou démarrer cours de la République, et continuer à tous les endroits où on pourrait le faire. Ensuite, la biodiversité, c'est un vaste sujet, mais bon, déjà, les habitants peuvent être accompagnés pour faire des nichoirs et des abris pour toutes les espèces qui amènent quelque chose en termes de biodiversité à la commune. Ensuite, il y a les lavoirs qui sont des zones humides, donc des zones très intéressantes. Et il y a une biodiversité présente et importante dans ces lavoirs et surtout celui du Turon. Et donc, et des habitants, et une habitante en particulier qui le connaît très très bien. Donc ça serait s'appuyer sur ses connaissances et sur les connaissances d'autres associations pour arriver à, je dirais, nettoyer ou faire de ces lavoirs. Enfin, le problème parfois c'est qu'on veut agir beaucoup sur ces lavoirs, il faudrait moins agir et agir de façon moins agressive. Voilà. Donc là, il y a tout un travail à faire autour de ça. Ensuite, pour la biodiversité, je vous l'ai dit, on est une toute petite commune, donc ça serait quand même hyper important qu'on travaille avec la CDC à ce niveau-là et qu'on initie une commission biodiversité liée à la commission environnement.
Et un territoire plus grand, eh ben, ça donne un peu plus de moyens d'action. Voilà pour ça. Donc le dernier sujet, enfin avant-dernier, c'est le devenir de nos espaces naturels. Donc on vous a fait une carte, vous avez la départementale 113 en haut, la Garonne en bas. Merci Zora pour la carte d'ailleurs. Et sur cette Garonne, vous avez du hachuré. Ça, c'est la zone Natura 2000. Donc aussi des contraintes. Ensuite, vous avez en rouge tout ce qui appartient à la commune en termes de foncier. Donc, le numéro 1 qui est situé là au Turon, c'est le lavoir du Turon. Je viens d'en parler, il faut s'en préoccuper. C'est un lavoir qui a une biodiversité importante en termes de tritons et autres. Le deuxième, c'est la parcelle où il y a les osiers et les lorenglettes récoltent les bois régulièrement. Et à côté, il y a aussi une parcelle avec une treille sur laquelle il serait intéressant de trouver des espèces endémiques qui supportent les palus et sur lequel on puisse développer la plantation d'arbres et autres sur cette parcelle. Donc là, on voudrait aussi s'appuyer sur Arbres et Paysages, qui est une association qui est une bonne expertise là-dessus. On travaille beaucoup avec les agriculteurs et avec eux. Le pied des remparts, c'est la zone de manifestation. On va la garder comme ça. C'est là où il y a la zone de jeu, c'est là où il y a les zones de pique-nique, c'est là où il se passe plein de choses. Ben, on va rester, c'est très bien. Il se passe le marché des producteurs en particulier, évidemment. Ensuite, vous avez le bord de Garonne. Le bord de Garonne, ben, il y a le chemin empierré qu'il faut entretenir. Et le reste, c'est une tonte raisonnée. Qui dit tonte raisonnée dit tonte tardive, puisqu'on sait que, comme pour les jachères, il ne faut jamais intervenir sur la tonte avant l'été, on va dire le 10 juillet. Après, il y a Ah oui, alors la 4, il y a deux choses. Il y a le bord de Garonne, côté port, et le bord de Garonne où il y avait les peupliers qui ont été arrachés. Donc les peupliers qui ont été arrachés, pour l'instant le sol est un peu bon, comme ça. On peut espérer que de l'herbe va repousser, donc on va aussi entretenir avec de la tonte. Et il faut réfléchir aussi avec Arbres et Paysages sur les arbres endémiques qu'on pourrait mettre en termes de ripisylve, bord de Garonne. 5, zone du paillé, jardins familiaux. Ben, on revient à l'eau. Est-ce qu'on ne pourrait pas récupérer l'eau du paillé pour les jardins familiaux, et ça limiterait la quantité d'eau de réseau consommée pour arroser le potager. Et dernière chose, la promenade Cannevel, c'est-à-dire là, c'est cet endroit où les gens se promènent beaucoup à pied sur la route, et donc ça serait peut-être faire un cheminement pour les piétons, voire les VTT, à travers les champs où il y a des chevaux ou autre chose, de façon à ce que les gens puissent se promener ailleurs que sur la route. Voilà ce que j'avais à dire, j'espère que c'était clair, et je passe la parole à Isabelle pour la suite. Oui, si. Il fallait juste l'allumer. Merci Françoise. Et merci à toute l'équipe qui a travaillé sur ce vaste sujet. Ça a été un certain nombre de soirées, de réflexions et de discussions et de recherches. Je vais terminer sur voilà, ce dernier projet, justement qui est directement lié à tout ce que Françoise vient d'évoquer et à l'ampleur de cette tâche. Et aussi au fait que ce sujet de l'environnement est un grand sujet de préoccupation pour tout le monde. On l'a constaté lors de nos discussions avec les Macariens, dans tous les échanges que nous pouvons avoir. Il y a beaucoup de préoccupations qui émergent sur ce sujet. Et c'est vrai de façon beaucoup plus large que Saint-Macaire. Et donc nous avons eu l'idée de profiter de ces volontés d'agir et d'échanger sur ce sujet en créant un rendez-vous de l'environnement à Saint-Macaire, qui nous concerne tous, mais qui dépassera évidemment l'horizon de Saint-Macaire, qui sera un rendez-vous d'éducation à l'environnement, de sensibilisation, de conseils, d'accompagnement, dédié à l'environnement de notre territoire, et qui est aussi, au-delà des échanges et des débats que cela peut susciter, un rendez-vous dédié à l'action, donc qui débouchera sur des actions concrètes qui pourront être menées et qui seront menées par les gens qui les auront évoquées lors de ces rendez-vous annuels
de l'environnement à Saint-Macaire. Voilà, je vais terminer sur ce sujet puisque c'est un sujet qui nous concerne tous et autour desquels j'espère que nous nous retrouverons très prochainement. Notre présentation de projet est terminée pour aujourd'hui. Donc je vous invite maintenant à poser toutes vos questions auxquelles nous aurons plaisir à répondre, aussi bien en termes de présentation, comme je vous le disais tout à l'heure, des précisions sur les projets que nous venons de présenter, des questions sur d'autres projets que nous avons présentés précédemment ou sur des choses que nous n'avons pas dites encore. Ce que vous voulez, voilà, ce moment est pour vous, pour écouter vos questions. Alors, micro. Attendez, on va vous donner un micro, madame. Merci. Bonsoir, messieurs, dames. Je fais Bonsoir. partie de l'association de Scrabble qui a lieu au Prieuré. Oui. Pauvre petite association qui n'est jamais chauffée. C'est terrible l'hiver. Et vous avez parlé de faire des projets là-dessus, mais qu'est-ce que vous faites de nous qui sommes déjà en place? Alors, Vous nous mettez dans un placard? Qu'est-ce que vous faites? dans une boîte de Scrabble, je vous mets, madame. Alors, le Prieuré est un espace d'envergure qui dispose de plusieurs salles. Et donc, il s'agit évidemment de ne dédier qu'une seule salle aux adolescents qui montreront leurs projets. Et ça ne remet pas en question le reste des projets qui sont déjà existants sur le Prieuré. Alors, en ce qui concerne le chauffage, c'est effectivement un sujet dont nous avons connaissance et qui fera partie de toute la planification de rénovation dont nous avons parlé tout à l'heure. Et c'est vrai pour l'ensemble des bâtiments communaux. Il y a effectivement des choses à faire au niveau du confort et notamment du chauffage pour que ces bâtiments puissent être utilisés de façon plus confortable et plus durable. Un peu d'isolation. Ça passe effectivement par l'isolation. Vous avez raison. Oui, c'est vrai que quand nous avons évoqué ce sujet du projet pour les adolescents, ça passe par des petits travaux d'adaptation pour l'ensemble de ces lieux. Je vous remercie. Je vous en prie. J'espère que vous serez contente d'accueillir des voisins dans vos activités. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, j'ai une petite question par rapport au projet jeunesse là, que vous parlez au niveau du Prieuré. Quelle sera la différence avec le multipode qui est en place actuellement ? Alors, il y a une différence importante et il est surtout à préciser que c'est complémentaire. Ça n'exclut pas les activités du multipode, loin de là. Le multipode propose des activités qui sont préparées, imaginées et proposées aux jeunes. Là, ce que j'expliquais tout à l'heure, Marianne, c'est que ce projet-là, justement, ce sera le projet des jeunes. Et on ne sait pas aujourd'hui quelle forme il prendra et ce que sont les besoins qu'ils partageront et qu'ils évoqueront. Mais on peut très bien imaginer que les deux cohabitent. Et c'est peut-être pas tout à fait pour les mêmes publics. C'est-à-dire que le multipode, c'est peut-être plus pour de jeunes ados qui sont encadrés dans une activité et dont les parents savent qu'ils sont à tel endroit, à tel moment, dans telle activité, alors que l'espace dédié au Prieuré sera pour des jeunes peut-être un peu plus âgés et qui pourront se gérer en toute autonomie. Voilà. Mais les deux fonctionnent. Le petit frère pourra aller au multipode et le grand frère ou la grande sœur au Prieuré. Alors, je crois que M. Scaravetti veut nous reparler de la cour de l'école. Non, pas aujourd'hui. Non, juste te remercier, Tristan, pour les explications sur le budget. Juste un petit complément, parce qu'en fait, effectivement, au début du mandat, tu n'étais pas élu et tu as pris la place d'une élue qui a démissionné. Et donc, dès le début du mandat, en fait, les gens qui nous ont dit « attention, on n'a pas de marge de manœuvre », c'est les finances publiques. C'est le conseiller aux finances publiques qui nous a dit vu les remboursements d'emprunt, l'excédent de fonctionnement ne suffit pas. Donc, effectivement, ce n'est pas la hausse d'énergie que toutes les communes ont subie qui a fait qu'il fallait rembourser les emprunts. Ça existait dès le départ et au fur et à mesure du temps, d'ailleurs, ça diminue. Donc,
Voilà, ça c'est un avertissement que nous ont donné les finances publiques. Attention, n'empruntez pas. On n'a pas emprunté et malgré tout, on a fait 3,2 millions d'investissement, ce qui n'est pas si mal. Merci. Alors je vais me remettre au centre avant de répondre pour le coup. Puisque Dominique, tu nous parles donc de l'état des finances. Alors oui, effectivement, la commune était endettée et elle est toujours endettée. Par contre, il y avait justement des marges de manœuvre en termes d'excédent. Et ces marges de manœuvre-là, elles permettaient tout à fait de rembourser les emprunts et d'effectuer des investissements. L'énergie, ce n'est pas arrivé du ciel, c'est-à-dire que là, tripler les coûts d'énergie, ce n'est pas toutes les communes qui ont connu ça. Les autres communes, l'augmentation, c'est à peu près 30%. Ce n'est pas de tripler le coût, c'est 30%. Et ça, pour le coup, ça ne vient pas d'une situation antérieure, ça vient d'une erreur de gestion manifeste de votre majorité. Merci. Alors, est-ce qu'il y a maintenant des questions? Parce que je vois qu'il y a un autre membre de l'équipe de Bien Vivre à Saint-Macaire. Est-ce que tu as une question ou est-ce que... Très bien. Ah ben alors en fait non, parce que je vais... Non, enfin... on n'a pas le droit de réagir. Si, on a le droit de réagir. Bien sûr qu'on a le droit de réagir, mais on est dans une réunion publique sur laquelle nous voulons partager avec les Macariens le projet que nous proposons. Vous avez, vous aussi, des réunions publiques. Vous en avez eu une, vous en aurez une bientôt. Vous pourrez proposer vos projets et de la manière qui vous conviendra. Aujourd'hui, voilà, j'ai pris la question de Marianne et j'ai répondu à la question de Marianne. Enfin, on est très heureux de répondre à vos questions si ce sont des questions. Si c'est pour débattre... Alors, je finis. Ah ben je finis. Justement, on n'est pas là dans un débat contradictoire où on va s'opposer et se répondre les uns les autres en peut-être fatiguant tout le monde. Donc, je crois que c'est pas tellement le but de cette soirée. Mais attends, je vais quand même te donner un micro. Mais je précise quand même que voilà, j'aimerais bien que ce ne soit pas le tour que prenne la réunion parce qu'on est vraiment là pour présenter nos projets et pas pour s'affronter avec vous. Alors, merci, bonjour. Donc, comme vous venez de le dire, effectivement, je suis sur la liste Bien Vivre à Saint-Macaire. Je m'appelle Yael, mais je suis avant tout macarien et je ne suis pas actuellement sur la liste. Je parle avec émotion parce que je trouve votre réaction... vraiment scandaleuse, donc je vais quand même dire ce que j'avais à dire, sinon ça s'appelle plus Saint-Macaire pour tous. Enfin, je suis vraiment choqué par ce qui vient de se passer, mais c'est pas grave. Alors, je voulais juste dire qu'il y avait deux choses qui m'avaient interpellé dans ce que vous avez dit au début, mais sinon, il n'y a pas de souci. Je crois que je vais rien dire finalement parce que en fait, on en est là. Donc, c'est pas grave. Trop d'émotions. Très bien. Ouais, franchement, on est venus, nous, à votre réunion publique, on vous a écouté, et voilà. Et encore une fois, poser des questions, c'est tout à fait juste. Mais... Alors, moi, je ne vais pas polémiquer. Je ne suis pas là pour ça. Juste, je pense que j'ai écouté attentivement. Vous avez beaucoup de projets. Il y a beaucoup de choses qui vous intéressent et c'est très bien. Il y a des représentants de Dominique dans la salle. Moi, j'ai une recommandation à vous faire et une recommandation à faire à la prochaine municipalité, quelle qu'elle soit. Je pense qu'à Saint-Macaire, la vie d'une commune, c'est ses commerces. Et je pense qu'on a une difficulté avec nos commerces à Saint-Macaire. Rue de l'Église, il y a un commerce fermé. Rue Carnot, il y en a un qui vient de fermer. La pharmacie s'est éloignée. Je pense que c'est une contrainte pour un certain nombre de personnes que la pharmacie s'éloigne comme ça. Et je pense qu'il faut que la prochaine équipe en place de la municipalité soit attentive à cette question des commerces
et faire tout pour conserver nos commerces. Les commerces, c'est des endroits où les gens, la population se retrouvent, discutent, partagent, échangent. Donc soyez vigilants à ça. S'il n'y a plus de commerce à Saint-Macaire, la ville, elle va partir en fumée. Donc soyez vigilants à ça. C'est une recommandation que je vous fais à vous et que je fais aussi à Dominique, si c'est lui qui est choisi comme maire. Pensez à ça, je pense que c'est important. Dont acte. C'est juste un point technique, parce qu'il y a des confusions, là, c'est l'architecte qui parle, là. Il y a des confusions qui s'instaurent là. Pour le prieuré, et vous avez l'exemple de la maison de pays, enfin, l'office de tourisme, pardon. Donc, il n'y a pas d'isolation qu'on fait verticalement, parce que ce sont des bâtiments qui ont la pierre apparente. Il y a des isolations en toiture. Et le système de chauffage approprié, bon, d'abord, il a été fait pour le grand cellier du prieuré, sur don privé. Il sera fait pour le reste du prieuré sur don privé. Et si vous voulez voir comment ça marche, vous allez à l'office de tourisme et vous verrez, les murs sont apparents, et vous verrez qu'on a chaud, parce que c'est un système de chauffage électrique rayonnant en plafond, avec des LED, qui sont quelque chose qui est évidemment choisi pour être très fin et ne pas gâcher le local. Donc on sait faire ça. C'est banal comme intervention. Ça se fait partout. Donc il ne faut pas raisonner comme un bâtiment neuf. Le bâtiment neuf, moi je suis architecte, on a l'obligation d'avoir une enveloppe thermique pas complète avec la réglementation environnementale 2020. Quand on raisonne sur des bâtiments anciens, ce n'est pas pareil. Le château de Tarbes, par exemple, ça, oui, il y a des salles, enfin, toutes les ailes. Pourquoi ça, comment ça se fait? C'est pas moi, hein. C'est pas moi. Je crois qu'on me coupe la parole. Bon, mais j'arrête. Non, mais Mais j'ai tout dit. C'est un problème technique, Jean-Marie, uniquement. C'est vraiment un problème technique. Tu vois, quand on parle de la chose municipale, il faut être précis et sérieux. Voilà. Donc, ça, on n'a pas le droit de ne pas le savoir. Quand on est élu, j'entends. Hein. Qu'un citoyen ne le sache pas, c'est normal. Mais voilà. Oui, donc c'est à nous que tu t'adresses, Jean-Marie. Voilà, je venais vers vous concernant le Conseil des sages. Je trouve ça une très belle idée, qui seront là pour définir des projets, finalement, qui seront après consultation auprès des concitoyens. Est-ce qu'à l'issue de ces projets, vous pouvez arriver à faire une consultation de type d'URIC? Alors, je vais laisser la parole à... Il y a un petit problème, un petit souci avec le... Non ça, dès que je m'approche, là, ça vient. Alors, on peut pas... je vais passer la parole à Sylvie, mais on ne peut pas présager de ce qui sortira de ce Conseil des sages, mais bien évidemment, tout est envisageable à partir du moment où le projet est porté par le Conseil, explicité et proposé au conseil municipal qui ensuite décidera de l'adoption ou non de la proposition qui aura été faite. Est-ce que j'ai répondu à votre question, monsieur? Merci. Je reviens à toi, Yaël, parce que je ne voudrais pas qu'on reste sur quelque chose de négatif, alors qu'on est dans une soirée qui est quand même destinée à partager des choses tous ensemble. Ce que je t'invite à faire, c'est à rester. On a ensuite un buffet que l'on a, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, préparé pour vous et que l'on aura plaisir à partager avec l'ensemble des gens qui sont présents dans la salle. Donc, si tu veux rester, discuter et venir nous poser, enfin, nous exprimer voilà, tes réactions, nous serons heureux de les accueillir. Ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que c'est difficile de faire ça en même temps que le partage de projets et que la réponse à des questions qui s'intéressent au projet que nous proposons. Maintenant, c'est pas refuser la discussion. Et alors, moi, tu peux faire ça si tu veux, mais je te le répète, nous ne refusons, personne ici ne refuse la discussion et la confrontation. Faisons-le plus tard ensemble, quand on sera autour d'un buffet, plutôt que dans cette réunion qui est destinée, encore une fois, à répondre à des questions sur des projets que nous proposons. Voilà. Oui.
Bonjour, merci pour cette présentation très intéressante. Je suis vraiment très très choquée de ce qui vient de se passer. Il me semble très important que dans une commune comme Saint-Macaire, on n'est pas super nombreux, on se connaît beaucoup, et je trouve que c'est très important de valoriser toutes les bonnes relations. Et vraiment, c'est juste essentiel. Bien sûr. Je suis hyper choquée aussi du fait qu'une personne ne puisse pas s'exprimer parce que peut-être elle n'aurait pas la même idée. Ça me choque beaucoup. Et alors que, voilà, vous avez plein de bonnes idées, mais franchement, si l'esprit n'est pas bon, pour moi, ça n'a aucun intérêt. D'accord. Alors, je crois qu'on ne s'est pas tout à fait compris. J'écoute évidemment tout le monde ici. Il y a juste une petite nuance là, qui est qu'une équipe d'une liste opposée à la nôtre vient écouter notre réunion, comme nous l'avons fait et comme ils l'ont fait la première fois, et que ce n'est pas à cette équipe qui propose un autre projet, d'une autre manière, avec une autre approche, de venir porter des critiques sur le projet qui est le nôtre. Ça peut se faire en dehors. Je t'ai dit, encore une fois, je vous ai dit, pardon, pourquoi est-ce que je vous tutoie parce qu'on se connaît. Mais si c'était le préambule, c'était le préambule. C'était le préambule, ça n'est pas une question, c'est je veux contester quelque chose. Donc j'ai dit désolé, mais ça n'est pas l'objet. Mais nous pouvons en parler et je viens de te le prouver. Nous pouvons en parler à n'importe quel autre moment. Nous vivons dans le même village. Nous nous croisons en permanence. Quand nous nous croisons, nous ne nous parlons pas. Yael n'est jamais venue m'interpeller, ni aucun des membres de cette liste. Jamais. Yael vient ici écouter notre réunion. Et c'est formidable, très bien. Mais pourquoi est-ce que la critique vient maintenant ? Je veux dire, il y a plein d'autres moments d'en discuter. Ça n'est pas le lieu, ça n'est pas le moment. On n'est pas là pour ça. Et les gens qui sont venus nous écouter, écouter notre projet, et qui sont probablement pour la plupart d'entre eux venus écouter votre projet aussi, ce qui ne présage de rien. Les gens décideront, et pour décider, on a un bulletin de vote. Ils décideront s'ils votent pour vous, s'ils votent pour nous. Personne ne cherche à influencer quoi que ce soit. Nous expliquons. Voilà, vous expliquez, et les gens choisiront. Ils iront vous écouter, et ils sont venus nous écouter. Ils ne sont pas venus pour vous écouter, vous. Marianne, on va en discuter autour du buffet, d'accord ? Si tu veux, autant que tu veux. Je demande s'il y a des questions maintenant. Oui, une dernière question. Pardon ? Non mais pardon, parce que du coup, j'étais pas écoutée. Pardon. Moi, j'avais une question. Vous avez parlé du budget de fonctionnement de la mairie qui avait augmenté de 250 000 euros à 700 000 euros, je crois. C'est ça ? Dans ces eaux-là. Est-ce qu'il est possible de savoir la justification de pourquoi ces frais ont augmenté ? Comment vous comptez les faire baisser ? Et quel est le budget que vous estimez de budget de fonctionnement de votre mairie, si vous étiez élu ? Non, c'est bon. Merci pour cette question. Alors, la diapo sur le changement entre 250 et 750 000 euros, c'est uniquement sur l'énergie. Et c'est sur 3 ans. Donc c'est une somme, mais qui fait partie des dépenses de fonctionnement. Ce n'est pas toutes les dépenses de fonctionnement. Alors comment on peut trouver des marges de manœuvre ? Justement, ce groupement d'achat d'énergie qu'on a quitté en 2022, on va le réintégrer, et on l'a réintégré là, à partir du 1er janvier. Donc participer à un achat groupé de plus de 3000 collectivités, effectivement, on va retrouver des marges de manœuvre. On va espérer recréer des marges de manœuvre aussi en analysant finement, comme on a commencé à le faire, les dépenses de fonctionnement. Et en même temps, les emprunts vont finir par s'éteindre. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on rembourse, ça c'est normal. Et donc petit à petit, les annuités qu'on va payer dans le budget d'investissement vont diminuer. Et donc on aura beaucoup moins besoin d'alimenter le budget d'investissement par le fonctionnement. Et c'est comme ça qu'on va réussir à créer des marges de manœuvre. Alors, la création d'un conseil des sages, je ne sais pas si la question c'est est-ce que ça crée des dépenses, c'est ça ? Ok. Non, en fait, l'idée c'est justement de créer une assemblée. Donc le conseil des sages, bon, comme l'ont expliqué Sylvie et Isabelle, c'est simplement une assemblée. Le conseil municipal, en soi, quand il se réunit, il ne coûte pas particulièrement d'argent. Un conseil des sages, c'est la même chose. Ce sont des habitants
qui vont se mettre en commun pour pouvoir discuter des différents sujets. Mais il n'y aura pas de dépenses supplémentaires. Ce que le Conseil des sages peut proposer, ce sont des dépenses, ça c'est vrai, mais ce sera toujours à la commune, au conseil municipal d'arbitrer. Petite précision, les sages, enfin c'est ce que tu as dit, mais les sages en question sont des bénévoles. Non, tous. Voilà. Voilà. Ça coûte à la commune 280 € annuels pour adhérer à la fédération, et ensuite ce sont des bénévoles qui se réunissent et qui proposent leurs projets et leur accompagnement sur un certain nombre de projets. Bien, je pense qu'on peut en terminer là pour aujourd'hui. Comme je l'ai annoncé, donc, on va très très rapidement, donc ne partez pas le temps que l'on range les chaises, que l'on sorte les tables et que l'on installe le buffet. Voilà, nous pourrons continuer à partager autour de ce buffet. Merci.